ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles. Vous saviez qu'une des premières décisions de la Conférence internationale de la paix à La Haye en 1899, c'était d'interdire les balles dom-dom. Ces balles qui s'aplatissent ou s'épanouissent facilement dans le corps humain. Moi, avant de lire la bande dessinée d'Olivier Courtine et de Pierre Klein, je l'ignorais totalement. Dans ces 256 pages, ils ont réussi à raconter 500 ans d'histoire du droit international à coups de cases et de phylactères. Et une touche d'humour. Moi, j'appelle ça un tour de force médiationnel. Bon, je sais pas si ça se dit, mais si Page l'invente, il le mérite. Dans cet épisode, nous allons découvrir les coulisses de cette création en se demandant s'il est vraiment possible d'allier storytelling et rigueur scientifique. Bienvenue dans Savoir Partager, le podcast qui met la science et les scientifiques en récit. Pierre et Olivier m'ont donné rendez-vous dans leur centre de recherche, le Centre de droit international de l'ULB. Ici, pas d'éprouvettes graduées ni de microscope électronique, mais des étagères remplies de codes et de recueils juridiques. On s'installe. À ma gauche, il y a Olivier. Donc moi je suis professeur ici à l'ULB depuis un certain temps et donc je donne cours de droit international et aussi de sociologie du droit. Et dès lors j'enseigne et j'écris dans les domaines du droit international principalement, notamment dans les domaines du recours à la force, des interventions militaires en particulier, donc thème toujours d'actualité malheureusement on pourrait ajouter. Et à ma droite, Pierre. Moi, je suis également professeur de droit international à la faculté de droit et de criminologie. Depuis quelques mois, j'ai aussi le redoutable privilège d'en être le doyen et j'enseigne encore 2 cours de droit international plutôt spécialisés pour des étudiants qui sont en fin de parcours, en master ou en master spécialisé. Au moment où je les rencontre, je suis en plein dans l'écriture d'un chapitre du guide sur comment choisir son médium. Donc naturellement, je commence par là. Pourquoi ont-ils choisi la bande dessinée ? Le projet, il est né, je dirais, avant tout d'un concours de circonstances. Intéressant de noter en passant qu'on s'est lancé dans un projet de bande dessinée en étant tous les 3 des néophytes parfaits. Ni Olivier ni moi, on a fait beaucoup de scénarios de bande dessinée auparavant dans notre carrière. Et notre dessinateur, Gérard Bedoré, était architecte de formation et pratiquait l'architecture jusqu'à assez peu de temps. Et puis c'est une page qu'il a décidé de tourner pour aller davantage vers l'illustration, qui était quelque chose qui l'intéressait. Et c'est lui qui nous a lancé ça un petit peu en boutade à un moment donné, en disant, dans le fond, on ferait pas une bande dessinée sur le droit international. Et l'idée est apparue vraiment particulièrement saugrenue initialement, en disant, vraiment, c'est un peu n'importe quoi et je vois pas trop comment on pourrait aller de l'avant avec ça. Et puis assez rapidement, en fait, on y a pensé davantage. Et en discutant à 2, Olivier et moi, on s'est dit, oui, c'est quelque chose qui pourrait certainement être tenté. On a été certainement encouragé dans cette perspective-là par le fait que le Centre de droit international, initialement sous la direction d'Olivier, a lancé, il y a un certain nombre d'années, un projet qui s'appelle Culture Pop et droit international. Culture Pop, ça renvoie à culture populaire, et l'idée était en fait de parler des représentations du droit international dans toute une série de médias. Ça pouvait être des films, ça pouvait être des séries télé, ça pouvait être des œuvres d'art, ça pouvait être des livres, ça pouvait être des bandes dessinées également. Et donc, il y avait déjà, je dirais, un terreau de base qui était présent à cet égard-là, et auquel il faut ajouter aussi le fait que ça fait un moment qu'on avait ce projet de communiquer par rapport au droit international à un public plus large que le public académique classique. On avait joué un moment avec l'idée peut-être de proposer un volume du droit international pour les nuls, dans la célèbre collection du même nom. Et tout ça mis ensemble a fait en sorte que cette idée d'aller vers la bande dessinée, finalement, nous est apparue tout à fait pertinente comme moyen de communication, justement, vis-à-vis d'un public plus large, et sans doute encore plus, justement, qu'un ouvrage qui reste relativement classique comme la collection pour les nuls. Ici, c'est vraiment un tout autre médium. Ok, donc si je comprends bien, ce qui leur paraissait une idée saugrenue à la base est devenu l'idée parfaite quand ils se sont mis à réfléchir à leur public cible et à leur objectif de communication. C'est intéressant de voir une nouvelle fois à quel point ces 2 éléments, la cible et l'objectif, impactent l'identité même d'un projet, sa personnalité en quelque sorte. On en avait déjà parlé dans l'épisode 2 avec Marius Gilbert.
Mais bon, c'est pas tout d'avoir une chouette idée, surtout quand on n'y connaît presque rien en bande dessinée. Heureusement, leur projet va être repéré par un membre du jury du prix Raymond Leblanc, un prix prestigieux en bande dessinée, et c'est là que la belle idée va devenir un projet concret et ambitieux. Et donc, on s'est engagé dans cette voie-là, vraiment, je dirais, sous les meilleurs auspices, parce que on a pu bénéficier, de la part du Futuropolis, d'un vrai travail d'édition. Ce qui, il faut le reconnaître, dans le monde académique, est quand même pas toujours le cas. On a beaucoup, je dirais, de publieurs, des maisons d'édition, mais pour autant, on n'a pas toujours un vrai travail d'éditeur qui est mené par les responsables de ces maisons d'édition, ce qui s'est avéré évidemment particulièrement précieux pour nous. Comme je le disais, on était tous les trois des débutants et donc le fait d'avoir un vrai professionnel dans le domaine qui nous accompagne a été vraiment quelque chose d'assez déterminant, à la fois sur le plan du visuel et sur le plan du scénario. Je les écoute parler, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer, là au-dessus d'une étagère, une planche de leur bande dessinée encadrée. Ah, et je reconnais tout de suite les deux personnages. Madame, ça sert à rien, on va droit dans le mur. Et monsieur, j'ai foi en les institutions pour sauver le monde. Moi qui ne suis pas une grande lectrice de BD, je vous avoue, ce couple, il m'a vraiment permis d'accrocher. Leur dynamique est à la fois manichéenne, drôle, efficace. Mais d'où sont sortis ces deux personnages qui font le gros du boulot dans cette histoire ? Ça, c'était une des difficultés, en effet, dans la bande dessinée. C'était de parvenir à faire passer, finalement, des questions philosophiques, en réalité. Qu'est-ce que c'est que le droit? Quelles sont ses ambivalences, etc., dans un langage de bande dessinée. Et donc, pour ça, il y avait plusieurs moyens. Un moyen, c'était, en effet, d'utiliser les deux personnages qui incarnaient chacun une manière de voir le droit international un peu caricaturale au début. L'idée, c'était en effet, quand chacun en aborde, on va être soit plutôt optimiste, idéaliste, et donc comme l'homme dans la bande dessinée, soit être plus sceptique, voire cynique, comme la femme dans la bande dessinée. Et puis plus on s'y intéresse, plus on voit que c'est compliqué, et donc c'est ce qui se passe en réalité dans la bande dessinée. L'idée était essentiellement d'accompagner les lectrices et les lecteurs dans les questionnements qu'ils pouvaient avoir ou les réactions qu'ils pouvaient avoir par rapport à ce qu'ils connaissaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils découvraient aussi du droit international. Au départ, on les avait inclus simplement dans l'introduction et puis à la suite de discussions avec notre éditeur, finalement, on les a fait réapparaître à différents moments au fil de notre parcours à travers les siècles. Il y a une sorte de mise en abîme aussi parce que au départ, ils sont installés chez eux et ils regardent un documentaire sur Guantanamo à la télévision. Et à la suite de ce visionnement, se noue entre eux ce débat-là avec effectivement une vision très critique, très sceptique du côté de la dame, une vision beaucoup plus enthousiaste, parfois même peut-être un peu angélique du côté du monsieur. Et puis, ils entendent à la fin de l'émission parler de la parution de cette BD sur l'histoire du droit international. Et ils se disent, c'est ça qu'on doit faire, on va l'acheter, on va la lire ensemble, et ça va nous éclairer un petit peu sur ce qu'il faut penser, en quelque sorte, du droit international. Et de temps en temps, donc, ils réapparaissent au fil des chapitres, ils échangent un petit peu leurs sentiments, leurs points de vue, avec, on le voit finalement, graduellement, pas tout à fait un retournement des rôles, mais quand même une évolution assez sérieuse. Et on voit effectivement le monsieur qui devient au fil du temps de plus en plus désabusé, qui perd un peu ses illusions en se disant finalement cette vision idéale ou idéaliste que j'avais du droit international, je me rends compte que ça tient pas trop la route et que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Et sa compagne qui, elle, du coup, forcément, c'est les vases communicants, essaye un petit peu de le rassurer sur un certain nombre de points et s'avère graduellement plus positive en quelque sorte au fil du temps. Et effectivement, c'est une manière d'accompagner les lectrices et les lecteurs et de faire écho sans doute aux questions qui peuvent se poser ou aux perceptions qu'ils peuvent avoir au fur et à mesure de la lecture. En fait, ce sont des avatars. Ils font le lien entre nous, lecteurs et lectrices, et la matière explorée. J'aime beaucoup cette idée. J'avais envie de vous demander s'il y avait une planche que vous deviez retenir, laquelle vous épingleriez. Il y a un extrait que je voulais commenter, ce qui se trouve au début du chapitre sur la guerre froide.
et qui est à la page 155 plus exactement. Donc là, c'est une autre technique qu'on a utilisée pour essayer de symboliser les ambivalences du droit international. C'est plus les dialogues avec des petites bulles, etc., entre les protagonistes, mais là, c'est en réalité toute une page, et donc on y voit Churchill qui fait le grand écart. Je suis pas sûr d'ailleurs que vu son mode de vie, était capable de faire le grand écart tel qu'on le voit ici. Bon, on le voit d'ailleurs fumer le cigare tout en faisant ça. On sait qu'il avait une conception de l'hygiène de vie toute particulière. Mais là, il fait le grand écart. Alors on voit sur fond une carte du monde avec l'emblème des Nations Unies. Et dans la bulle, il dit, dans ce contexte, puisque auparavant on explique un petit peu ce qui se passe, le droit international semble bien soumis à un grand écart entre des réalités contradictoires. Et puis en dessous, il y a ces deux pieds qui sont posés sur deux piliers, et on voit d'un côté le discours juridique pacifiste, mais de l'autre côté la poursuite de conflits. D'un côté, la proclamation du droit à l'autodétermination des peuples, de l'autre côté, la stabilité des frontières, etc. Donc là, c'est une autre manière de mettre en scène et évidemment de bien montrer quelles sont les oppositions, mais en même temps de les relier. Donc en même temps que ça s'oppose d'une jambe à l'autre, en même temps c'est relié par ici un personnage qui incarne cela. Et comment vous êtes arrivé à cette image? C'était une longue discussion entre vous? C'est une idée qui est arrivée comme ça? Ça dépend vraiment. Cette image-là, honnêtement, je me rappelle pas nécessairement. Je crois que c'est le dessinateur lui-même qui, sur la base du texte que j'ai cité, lui-même a imaginé Churchill, etc. Alors, on dit dessinateur, mais en réalité, il avait un rôle beaucoup plus actif, c'est-à-dire que, comme premier lecteur du scénario, il allait soit développer des choses, soit reconfigurer des choses, et soit parfois nous-mêmes, Pierre et moi, comme co-scénaristes, on se passait des versions l'un à l'autre selon les chapitres. Je crois qu'on faisait une première version, l'autre la revoyait, et ainsi de suite, et on envoyait en même temps des propositions, parfois, pas toujours, mais des propositions d'images, en particulier quand il y avait, par exemple, des références à un personnage célèbre du droit international ou à un lieu célèbre, la Société des Nations, la Cour internationale de justice. Et donc là, on prenait des images sur les moteurs de recherche et donc on essayait de lui donner plutôt comme scénario une sorte de mini-roman photo ou roman-image, si on peut dire, mais lui-même recomposait ça un petit peu selon sa propre dynamique. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec une chercheuse en histoire à propos de l'émission radio de la RTBF, L'Heure H. On y raconte des faits historiques, bien réels, mais en s'autorisant parfois à les fictionnaliser. Comme une discussion entre le général de Gaulle et sa femme Yvonne, par exemple. Peu de chances que cette conversation ait vraiment existé, mais c'est une convention, on s'en doute. Et l'entente permet d'incarner les enjeux historiques, de les faire vivre, plutôt que de les expliquer. Enfin, ça, c'était mon argument. Celui de mon interlocutrice, c'était que ce n'était pas son métier de scientifique. En gros, elle m'a dit « Moi, je ne peux pas faire ça. Imaginez ce que quelqu'un a pu penser ou dire, ce n'est pas mon métier. Moi, je m'en tiens aux faits, à ce qui est documenté. » Vous voyez ce que je viens de faire là ? Incarner au lieu d'expliquer. Bref, je crois que ça résume bien l'enjeu. Comment trouver un équilibre entre rigueur scientifique et récit incarné, entre véracité et transmission ? Peut-on être scientifique et inventer en quelque sorte ? Je pense qu'on a dû se résoudre à franchir ce pas-là, effectivement, et on l'a fait assez rapidement parce que on s'est rendu compte, je pense, assez rapidement que si on voulait faire une BD, il fallait qu'on fasse une BD. Je m'explique en disant ça. Ce qu'on trouve malgré tout relativement souvent dans cette catégorie qu'on appelle maintenant la bande dessinée documentaire et qui occupe une place assez importante dans la production de BD à l'heure actuelle, on a quand même un certain nombre d'ouvrages où malgré tout, l'aspect BD est réduit à la portion congrue. On a des petits dessins avec un texte énorme au-dessus, très écrasant. Et le dessin, c'est un peu le prétexte en disant, vous voyez, on fait quand même un effort de communication pour sortir du modèle classique. Personnellement, je trouve pas ça très convaincant ni très satisfaisant. Quand on commence à lire des bouquins comme ça, on a du mal à arriver au bout et à rester motivé pour continuer à lire. Et globalement, on s'est dit, si on fait de la BD, il faut qu'on adhère au code de la BD. Et adhérer au code, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire
injecter un élément de dynamisme, et ça se manifeste entre autres par des dialogues, plutôt que d'avoir des pavés de texte qui sont présentés par une sorte de lecteur plus ou moins absent. Et ça se manifeste aussi par le fait que on a voulu à toute une série de moments laisser de la place au dessin et que ce soit pas systématiquement du texte partout. Il y a des pages où le texte va être très limité et il y a des pages, ça a fait l'objet d'une négociation âpre de dernière minute avec l'éditeur qui a fini par accepter un certain nombre de pages supplémentaires parce qu'il trouvait chaque fois qu'on en faisait trop, qui sont des pages simplement d'illustration. Et pour nous, c'était quelque chose de très important. Ça donne aussi une véritable dimension artistique à notre projet, qui est pas non plus toujours présente dans une série de publications de ce type-là. Et on s'est aussi senti libre, au-delà, par exemple, des dialogues qui sont évidemment clairement inventés, d'avoir des éléments qui sont plus des éléments de fantaisie. Quand on choisit un média, quel qu'il soit, on doit adhérer à ses codes. Il faut que je la garde, celle-là, c'est essentiel. Et donc, je dirais de façon plus générale là-dessus, ce qui nous a paru déterminant et qui rencontre peut-être un petit peu la préoccupation qui était exprimée tout à l'heure là, par la personne qui parlait de cette émission à la radio, c'est d'être aussi rigoureux que possible sur le fond. C'est-à-dire quand on parle d'histoire, quand on parle de droit, d'être vraiment aussi sûr que possible de ce qu'on dit sur le fond, mais d'être aussi libre que possible dans la forme. Et je pense que ça, de façon plus générale, c'est vraiment quelque chose qui est assez essentiel. Si on décide de communiquer selon des modalités qui ne sont pas les modalités classiques de la production académique, je pense qu'il faut embrasser le médium qu'on choisit et il faut y aller à fond. Parce que si on essaye de faire quelque chose qui est entre les deux, je crois que ça marche pas trop, en fin de compte. Et que donc, il faut vraiment se jeter à l'eau d'une certaine manière, il faut vraiment adhérer et il faut, comme le disait la personne tout à l'heure, sentir qu'on est confortable avec le projet. Parce qu'effectivement, si on s'y retrouve pas, ça va pas marcher non plus. Tu parlais tantôt de démarche artistique. C'est vraiment comme ça que vous avez conçu le projet, c'est d'avoir une approche artistique Nous, beaucoup moins que Gérard, parce que l'artiste, c'est vraiment lui. Et c'est lui qui a pu vraiment développer cette approche-là par le dessin qui s'est avéré à toute une série de moments, finalement être parfois extrêmement créatif, extrêmement poétique aussi, avec de très fortes qualités sur le plan visuel. De notre côté, les scénaristes, pour nous, l'image était quelque chose de particulièrement important. Je veux dire, par ailleurs, on écrit des livres, donc si c'est pour écrire un livre de plus, ça sert à rien. C'est d'ailleurs toute la difficulté, c'est qu'on a très très peu de place pour l'écriture. Comme Pierre l'a dit, il faut éviter de surcharger les pages et les cases. Et donc, c'est l'image quand même qui est la plus importante. Personnellement, comme lecteur d'une bande dessinée, si j'accroche pas au dessin, je vais pas lire la bande dessinée. Et je pense que si on a retenu l'attention de membres du jury pour le concours Leblanc, c'est parce que, voilà, le projet était présenté, il y avait quelques planches. Et je suis persuadé que, au-delà du projet, c'est la qualité, le caractère attractif des dessins qui a joué. Donc, de ce point de vue-là, on a, lors de l'élaboration de la bande dessinée, toujours laissé une grande part de créativité à Gérard. Mais oui, ça aussi, c'est un bon conseil. En tant que scientifique, il faut savoir laisser la place à l'artiste pour qu'il s'empare du savoir et qu'il lui donne vie. Waouh! Et le volet rigueur, Pierre l'a dit, on a essayé de le faire. Alors, effectivement, ça dépend un petit peu quand on dit avec Churchill, on invente des propos qu'il n'a pas tenus. Oui, on s'en prive pas. Une autre technique qu'on a parfois utilisée, c'est qu'on a sans vergogne pillé d'autres représentations. Par exemple, la controverse de Valladolid, qui est représentée dans la bande dessinée, a fait l'objet d'un film avec notamment Jean-Louis Trintignant. Et donc, on a repris des passages qu'on a adaptés. Et quand je dis sans vergogne, mais quand même pas sans reconnaissance, puisqu'il y a à la fin de la bande dessinée 2 pages où, quand on a emprunté effectivement des citations ou qu'on s'est inspiré fortement d'autres œuvres, on l'a tout à fait indiqué, un peu comme des notes de bas de page dans un livre. Donc on a soit totalement inventé, soit repris et adapté, soit parfois on a reproduit de véritables propos. C'est indiqué ici aussi quand on parle de la Cour internationale de justice et de ses jugements, ou de certaines bulles papales, par exemple, on reprend les termes tels qu'ils sont, et donc ça peut aussi être mis en scène. On en revient à mon histoire de convention. Les lecteurs et lectrices doivent avoir les clés et les codes pour détecter les faits historiques, les fictionnalisations et les inventions pures. Une
contrainte libératrice dans laquelle tout devient possible. C'est beau ce que je dis, hein. Celle-là aussi, je vais la noter. Encore une fois, ce qui compte, comme Pierre le disait, c'est la liberté, c'est tout l'intérêt de passer par là. C'est de se sentir libre et donc, dans le respect du droit d'auteur, évidemment, d'essayer de faire passer le message de la manière la plus simple possible. Donc, Pierre parlait des théoriciens, on les a en effet opposés tantôt à la boxe, tantôt au combat naval, tantôt au ping-pong. Et parfois, en fait, il y avait un décalage et un anachronisme qu'on a évoqué, évidemment, où on fait dialoguer deux auteurs qui, se sont à peine rencontrés dans la vie parce qu'il y en a un qui était né 40 ans avant l'autre. Mais peu importe, en réalité, leur discussion permet à un même moment, même si c'est imaginaire, permet d'opposer leurs deux visions qui ont eu une grande influence quant à elle à un même moment de l'histoire. Donc, pourvu qu'on le précise d'une manière ou d'une autre, ça ne nous a pas posé problème et on a privilégié en effet le côté didactique sur l'authenticité à tout moment. Donc, c'est en effet de ce point de vue-là pas un livre d'histoire basé sur l'analyse d'archives, évidemment. Olivier parle d'authenticité. Et là, j'ai une image qui me revient tout de suite en tête. Une planche de la BD qui m'a vraiment marquée. Vous tournez la page et vous vous retrouvez nez à nez avec des gueules cassées. Ces soldats de la Première Guerre mondiale défigurés dans les combats. Et aussitôt, une certaine émotion s'installe. Ensuite seulement, vous analysez l'image, vous lisez les textes qui vous parlent du traité de Versailles qui a mis fin à la guerre. À l'origine, Pierre et Olivier voulaient juste une planche qui mette en lumière les enjeux juridiques de ce traité fondateur. Mais c'est Gérard, le dessinateur, qui a proposé d'y intégrer ces soldats mutilés. Ils incarnent les enjeux de manière bien plus forte que si on les avait simplement expliqués. Un choix audacieux fondé sur un fait réel, mais enrichi d'une part de créativité assumée, qui permet de lier le politique et l'humain. Et comme on en a parlé dans d'autres épisodes, créer une connexion humaine, c'est un peu la baguette magique pour que l'information trouve son chemin jusqu'à nos cerveaux d'humains. C'est un élément qui est très intéressant parce qu'il est effectivement fort sur le plan visuel et il montre aussi le degré d'implication de notre dessinateur dans le produit, en fin de compte, parce que ça va bien au-delà simplement d'un travail d'exécution ou de mise en forme de quelque chose qu'on aurait pu lui donner et qu'il aurait vraiment simplement réalisé techniquement, en quelque sorte. On n'était pas du tout dans cette dynamique-là. Collaboration, travail d'équipe, dialogue, je crois que j'ai là un concept clé de la médiation scientifique. Avant de les laisser reprendre leurs recherches, je voulais savoir encore quelque chose. Est-ce que cette incursion dans le 9e art leur a appris quelque chose en tant que scientifique ? Vraiment, ça force à aller à l'essentiel. C'est ça qui est difficile, je trouve, c'est d'aller vraiment à l'essentiel et en très peu de mots. Mais heureusement, il y a les images et en utilisant cette image, ce dont on n'avait pas l'habitude, ça nous force à essayer de faire passer un message de la manière la plus efficace possible. Le fait de passer de l'autre côté, de devoir soi-même produire une œuvre, évidemment, là, c'était encore une fois un défi qui était un petit peu au début excitant, difficile et donc excitant. Parce que là, on peut plus se contenter, entre guillemets, de commenter ce que les autres font. Il faut quand même le faire soi-même. Donc, on devient plus acteur. Et ça, c'était un autre aspect qui faisait partie de la tentation du projet, qui faisait partie de l'intérêt du projet. Et je crois qu'en termes d'apport, moi, je dirais, en ce qui me concerne, énormément de plaisir. Beaucoup plus, pour être tout à fait franc, qu'avec les productions académiques classiques. Il n'y a pas photo entre les deux, entre le degré de satisfaction d'écrire un article scientifique pour telle ou telle revue de droit international ou de réaliser cette bande dessinée, c'est absolument incomparable. Parce qu'il y a une grande liberté, une plus grande liberté. Absolument. Oui, il y a la liberté, il y a la créativité, il y a la nouveauté. C'est vraiment quelque chose qui est complètement différent à beaucoup d'égards et donc très satisfaisant. Là, ils viennent de mettre des mots sur quelque chose que je vis depuis que je me suis lancée dans ce podcast et dans le guide qui l'accompagne. Cette impression de passer de l'autre côté. C'est vertigineux au début. En sera-t-on seulement capable ? C'est pas mon métier, comme me disait la chercheuse en histoire. On va pas se mentir, passer de l'autre côté, c'est découvrir un pays mystérieux où l'on ne connaît ni la langue, ni la faune, ni la flore. C'est douter de chaque pas. Mais c'est aussi incroyablement enrichissant. Et une fois qu'on a commencé cette exploration de l'inconnu, je peux vous le dire d'expérience, c'est impossible de revenir en arrière. Et ce ne sont pas Pierre et Olivier qui me contrediront, eux qui sont déjà en train de plancher sur une nouvelle bande dessinée qui traitera, petit scoop, de la justice climatique.
Si cette discussion vous a donné envie de plonger dans leur univers, la BD s'appelle « De Salamanque à Guantanamo, une histoire du droit international » et vous la trouverez chez tous les bons libraires. Vous venez d'écouter l'épisode 6 de Savoir partager, un podcast de l'ULB, disponible dans toutes les applications podcast. Et si vous souhaitez découvrir le guide pratique, je vous invite à consulter le site web des éditions de l'Université de Bruxelles ou à m'envoyer un email à l'adresse com.recherche@ulb.be. ULB Podcast. Les podcasts de l'Université libre de Bruxelles.